Boker Tov. Premièrement, Toda Rabba, grâce à vous, je suis sorti ce matin. Je suis antibiotique. Ça fait 4 jours que je suis au lit. Donc j'avais une bonne raison de sortir. J'étais content. J'ai le temps pour tes potes, David. Tu viens de le remarquer. Je vais venir au lit. Fais attention, c'est comme ça que ça commence. On a dit que Breslev, c'était ça. J'étais en France, j'ai rencontré un chassid Breslev qui habite à. Il m'a dit, je l'ai dit où tu habites, il m'a dit Cheder Hashem. Cheder Hashem. Et à Saint-Brice, il y a des grandes forêts. Il m'a dit je kiffe parce que je fais de beaux des doutes. Là, il a une grande barbe, une grande kippa blanche. Il faisait le beau des doutes dans la forêt, il s'est fait arrêter par les flics. T'as vu la gueule de. En plus, il criait ah bah. J'ai dit mais qu'est-ce que tu leur as dit? Il m'a dit je leur dis que je cherche les clés. Genre les clés du cœur, c'est. Alors, comme je l'ai dit, donc je suis encore sous antibiotiques. Donc hier, j'ai préparé mon cours, première fois, à l'oral. C'est-à-dire, je l'ai écouté. Je vais simplement répéter un cours que j'ai écouté. J'ai beaucoup apprécié, c'est ce que j'ai fait quand j'étais malade. J'ai écouté plein de cours comme ça, sympathiques. Parashat Mishpatim, c'est la 18e paracha depuis Bereshit, Parashat Rai. La semaine dernière, c'était Parashat Tov, la 17e, Parashat Yitro, Parashat Rai. La 18e. Et elle s'appelle Rai, on va voir pourquoi. Il faut remarquer qu'il y a quelque chose d'étonnant dans cette paracha. Celui qui a fait déjà Shnaim Mikra Bechat Targum, il remarquera que c'est toute la halachot technique dans la vie de tous les jours. T'as cassé une dent à un esclave, t'as blessé ton chien, il a attaqué quelqu'un, t'as fait un barbecue, t'as causé un incendie, etc. Il y a des halachot qui sont ultra terre à terre et qui sont surtout pas du tout maasiot dans le désert. Maintenant, cette paracha-là, de Mishpatim, d'après certaines explications dans Rashi, elle a été dite en plein Arsinaï, c'est-à-dire il n'y avait pas que les 10 commandements. Les 10 commandements et Mishpatim. Maëlou Misinaï Af. Le waouh, le ouais et les. Exactement. C'est le marloquette, comment expliquer ce midrash. Dans les Mefarshim sur Rashi ramène, c'est le marloquette, mais en tous les cas, même si on n'est pas tout à fait d'accord que ça a été enseigné au Mont Sinaï, mais c'est quand même enseigné en plein Matan Torah. Parce que Yitro, on bascule vers Mishpatim, et puis après, on revient sur Matan Torah, c'est-à-dire à la fin de Mishpatim, on revient sur Matan Torah. Donc on colle Mishpatim en plein dans Matan Torah, ce qui est très étonnant. Maintenant j'en ai besoin. Donc il y a forcément un lien, c'est-à-dire même si on considère que historiquement parlant, Mishpatim n'a pas été enseigné à Matan Torah, mais bon, la Torah l'a quand même collé en plein dedans. Maintenant faut comprendre évidemment le lien. Puis il faut surtout essayer de comprendre la logique. C'est-à-dire, quand imaginons on est en pleine Neila, ok, ou 2 minutes avant Neila, je te dis tu veux un café avec un gâteau? Non, je suis en plein dans c'est un des rares moments dans l'année où on se sent spirituel. C'est-à-dire on n'est pas dans le truc, quoi. On n'est pas on rentre pas dans ces sujets-là. On plane, on est au-dessus. Quand on est à Matan Torah, c'est pareil. On voit Hachem, c'est la seule fois où Hachem vient nous parler. C'est la seule fois où il vient nous parler. Et puis après, tu me dis, oui, mais si jamais t'as frappé, si jamais il t'a frappé, si jamais ta femme, elle lui a... Mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le... C'est-à-dire, c'est vraiment pas adapté. Donc, il faut comprendre le lien avec Matan Torah, et pourquoi est-ce que Parashat Mishpatim, elle est en plein milieu. Je vais pas... été donné quand, je sais pas à ce moment-là. Parce que moi, la question, c'est sur les lois de Noah. C'est Mishpatim. Non. C'est une bonne remarque, mais non. J'en ai parlé ici une fois d'ailleurs. La différence entre les lois noires et les lois de la Torah, c'est que les lois noires, c'est pour établir une société, et les lois de la Torah, c'est pour établir un homme. C'est-à-dire que les lois de noir, c'est qu'il faut qu'il y ait un ordre. Donc il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait une police, il faut qu'il y ait ça, mais on n'est pas en train d'éduquer les gens. Mais elle s'applique aux descendants d'Abraham. C'est-à-dire aux futurs juifs. Mais c'est pas les mêmes halachot, Mishpatim, ça. On n'a pas les mêmes halachot, non. On n'a pas du tout les mêmes halachot. Vous voyez, le Mishpat aujourd'hui et la loi, et la halakha, c'est pas du tout la même chose. Je vais m'attarder aujourd'hui sur un sujet qui s'appelle Kvod Adam, Kvod Abriot. Je vais ramener des exemples qui sont légers, puis après je vais essayer d'approfondir un petit peu. Bon, quand on commence la paracha, on parle du Eved Ivri. Eved Ivri, c'est celui qui a volé, qui n'a pas les moyens de rembourser. Alors, il a un moyen de rembourser en fournissant un travail. Donc,
de base déjà c'est bien quoi comme système, c'est-à-dire on va pas, c'est super bien sûr comme tu dis. S'il te vole, il n'a pas de quoi le rembourser, il va en prison, ça ne sert à rien qu'il est en prison. Premièrement ça sert à rien, deuxièmement il fait un doctorat en prison. Il devient un grand voleur. Avant c'était un petit voleur, maintenant ça devient un grand voleur. Alors que le système et il rembourse pas. Il rembourse même, si tu peux aller en prison avoir une amende. Oui mais il faut avoir le moyen de rembourser. Donc c'est évidemment ça sert à rien. Puis on n'a pas prouvé que, enfin voilà, par exemple la différence entre la Torah et ça, c'est que la prison dans la Torah ça n'existe pas. La prison dans la loi ça sert à protéger la société momentanément, puisque quand il ressort pire. Ça marche pas. Non ça marche pas, c'est sûr que ça marche pas. Mais bon, c'est censé faire peur à ceux qui sont pas encore rentrés, mais ceux qui sont déjà rentrés, bon, ils ont l'habitude quoi. Ils ont une carte orange, je sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. En tous les cas, donc on a un esclave et puis on va te dire que il faut donc le faire travailler chez toi, mais attention, hein, tu vas te taper toute sa famille. C'est-à-dire que tu dois entretenir toute sa famille. Donc tu dois faire un calcul, combien tu as volé, combien son travail vaut, combien ça te coûte. Et quand il dort chez toi, tu lui dois tout le respect. C'est-à-dire, vous connaissez la halakha, il n'y a qu'un coussin, c'est lui qui le prend. Bon alors, ok, vas-y. Non, voilà, c'est-à-dire non seulement il a volé, mais en plus je l'installe chez moi. Mais le inyan de ce système de réinsertion, c'est un système de réinsertion, comme ça s'entend, mais c'est aussi un inyan de respect qu'on a envers lui, c'est-à-dire bien qu'il a volé, on lui donne toutes ses chances de retour. Il y a aussi un inyan dans l'autre sens, le kavod habriot, ça vous allez être étonné, mais je pense que vous connaissez cette halakha. Quand on trouve quelque chose dans la rue, on a l'obligation de le rendre. Obligation de le rendre. Alors si jamais tu trouves par exemple, je sais pas moi, un chien dans la rue, ok, il y a marqué son nom, son numéro de téléphone. Bon, tu vas le prendre, tu vas le ramener. Sauf que si tu t'appelles Reprem Kanievski, vous voyez pas Reprem avec un chien dans la rue quoi. Zaken Vena Lefichodo, il prend pas. On peut pas lui, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire pour lui-même, il n'a pas l'obligation de le faire. Mais je n'ai pas compris, il y a un juif qui va perdre son. Dans l'exemple, c'est un chien, mais ça peut être n'importe quoi. Non, Zaken Vena Lefichodo, c'est-à-dire on va mettre en relief le respect de la personne. On parle ici de respectable plus que respect, mais c'est quelque chose qui va lui permettre de ne pas accomplir une obligation. Elle n'est pas pour lui cette obligation. Étonnant, mais oui, le kavod habriot va repousser le mitzvah. Yesh, il y a un inyan encore plus, encore plus marquant. Et une fois dans les chevaux de Slavotka de Nebrak, ils ont attrapé il y avait un voleur qui venait tous les vendredis soirs. Ils ont remarqué que tous les vendredis soirs, les Brachim, ils se faisaient voler. Ils en avaient marre, donc ils se sont préparés. Et quand ils l'ont attrapé, c'est Shabbat, on peut pas le mettre à la police ou pas. Ils l'ont mis dans une chambre, ils l'ont fracassé. Et le Rosh Shiva, il a fait une sikha outrée. Il a dit où c'est marqué dans la Torah qu'un ganav, vous avez le droit de le frapper. Marqué qu'il est chayav de payer kefel. Et si il rembourse de lui-même, il paye que 100%, mais pas le double. De le frapper, de lui faire honte. C'est marqué, c'est interdit. Il y a une halakha dans un voleur qui a volé un animal, un shor ou un C, et qui l'a vendu ou égorgé. Il devra payer 4 ou 5 fois. Fois 4 ou fois 5. Ça dépend de ce qu'il a fait, ça dépend à quel animal il a fait subir. Si c'est un taureau, fois 5. Si c'est un mouton, fois 4. Il y a deux explications de la Gemara. Première explication, l'explication qui dit que le taureau c'est un outil de travail. Tu m'as fait perdre mon travail, fois 5. Le mouton, c'est pas un outil de travail. Tu m'as pas fait perdre mon outil de travail, fois 4. Deuxième explication. Dans le taureau, tu peux pas le prendre sur tes épaules. Je te conseille pas d'essayer, quoi. Mais le mouton, pour le prendre, pour le voler, tu l'as pris sur tes épaules. C'était gênant de te promener comme ça avec un mouton. Et puis là, on est au Bédine, on s'imagine la scène. C'est gênant pour toi. Ah, si c'est gênant, donc tu as déjà eu un peu honte, donc t'es qu'à x4. Ce qui est incroyable, ça veut dire qu'on parle d'un voleur. D'ailleurs, dans notre tête, un voleur, c'est, bon voilà, il y a tous les niveaux de la société, et tout en bas, il y a le voleur. Et on te dit, oui, mais attends, le pauvre, le kavod qu'on doit à cette personne, etc. Mais quel kavod? On parle d'une personne qui ne se respecte pas lui-même. Donc pourquoi est-ce que nous, on aurait l'obligation de prendre en considération son respect, son kavod atzmi? Pardon? Pas les autres. Excusez-moi. Ça va venir. J'espère. Quand on s'y attend pas. Faut regarder. C'est comme si le voleur il te dit après qu'il est cambriolé. Bon, on dit bon tu m'as causé tel et tel dégât. Il dit attends mais tu sais combien j'ai investi dans ce cambriolage? En plus quand je suis sorti de chez toi il y avait un clou qui m'a déchiré le pantalon. Rembourse-moi le pantalon. Je ferai le travail, ça m'a coûté le travail. C'est exactement ça qu'on est en train de dire.
C'est-à-dire qu'on prend en considération ce que le voleur a subi quand il a volé. Il ne fallait pas voler. Tu n'avais qu'à pas voler. Tu n'aurais pas à supporter la honte. Et on n'aurait pas eu ces discussions. Pourquoi est-ce qu'on prend en considération ces ignanes de kavod? Donc on voit de cette paracha, c'est-à-dire ces enseignements qui nous paraissent simplement, à première vue, des façons d'établir une société juste, c'est beaucoup plus profond que ça. Le moussar qu'on a à apprendre de Parashat Mishpatim, le kavod qu'on doit à une personne, même une personne qui nous paraît pas au niveau, c'est un kavod, c'est un respect obligatoire. Il y a 25 ans à peu près, il y avait un bachour à l'Yeshiva, un bachour qui arrivait à l'Yeshiva, je sais pas comment il a fait pour rentrer à l'Yeshiva, il venait d'une famille, il n'y avait pas de famille derrière, on va dire comme ça, et il avait bien caché son jeu, et il a été fiancé avec une fille de Bnei Brak, une bonne famille, et puis quand ils se sont rendus compte, il s'était fait un peu avoir. Et c'était une famille un peu, une famille bien, et puis lui c'était des parents qui n'étaient pas ensemble, une famille complètement à l'ouest. C'était très difficile, la période des fiançailles était très difficile. Et il y avait un des rabbanim de la yeshiva qui a tout mis en place pour que ça continue normalement. C'est lui qui donnait au Khatan il a donné plein d'argent pour acheter des cadeaux à la Kala. Et quand le Bachor s'est marié, on a fait des Sheva Brachot chez Rav Gershon, chez moi à la maison, et j'ai invité Rav Gershon Edelstein. Et je lui ai expliqué, Bachor, machin, il dit ok. Maintenant, moi j'habitais, première année de mariage, j'habitais un 3e étage, il y avait 67 marches. Je peux vous dire, je l'ai compté à chaque fois. Rav Gershon, il avait presque 85, il devait avoir. Non, 80 on va dire. Donc il n'était pas jeune. Donc, je lui ai dit, mais il y a 3 étages. Il m'a dit, c'est là. Il m'a dit, je me repose entre les étages, pas grave. Il est venu, il est resté, il a parlé, il a pris parole. Tout ça je pourrais dire, Stam Bachour. Ça n'existe pas, Stam Bachour. C'est pas vrai. C'est-à-dire, j'ai décrit le côté négatif, mais il y a évidemment un côté positif. Mais c'est-à-dire le respect qu'il a. Et c'est pas que lui, il a reçu quelque chose. C'est pas. Tout le monde est venu, c'est pas un mariage où il a reçu. Il a rien reçu. Il est venu, il est parti, il a fait un effort, même pour venir le chercher en voiture. Il a dit non, c'est bon, je m'ai arrangé. D'ailleurs, je sais même pas comment il est venu. Je sais pas qui l'a amené, qui l'a ramené. Mais c'est-à-dire la istaklout est d'un gadol pour le kavod. C'est-à-dire, on lui a expliqué que c'est un inyan de donner du kavod et que aux yeux de la famille, ça va être important. Ok, ça peut faire plaisir. Il est venu, il est resté, il n'a pas mangé. Peut-être qu'il n'aime pas la bouffe marocaine. Non, je pense qu'il mangeait presque pas en semaine. Toute la semaine, il mangeait le pain de Shabbat dans de l'eau. Donc il mangeait pas. Il a bu un verre d'eau, il a fait une bracha avec eau. Bon, ça c'est rien que pour vous dire le kavod. Et à peu près à la même époque, je pense que c'était à la même époque, je devais être jeune marié. Non, un peu plus tard. J'avais étudié à l'Achot Mezouza. Et après M. Kanevski, il a écrit un livre sur l'Achot Mezouza. Et moi qui étais très sûr de mon étude, je suis parti voir après M. Kanevski pour dire que je n'étais pas d'accord sur ce qu'il a écrit. Donc je suis parti le voir. Et je vous parle d'il y a 20 ans, quand on parlait avec après M. Belimoud, alors le tour il s'arrêtait. C'est-à-dire on pouvait rester 1 heure en échange avec Arc qu'il réponde. Donc je lui explique, je mets le vaquer, il m'a dit top, t'as vu Shulchan Aruch. Bon, je l'ai amené à Shulchan Aruch. Maintenant, l'Ilchot Mezouza, c'est dans Yoredeach et la Gimel. Moi je parle avec Luc Dalador, donc je suis comme ça. Donc j'amène Yoredeach et la Gbet. Et après il m'a dit Nir Ali Chelek Gimel. Je crois. Il devait le faire une fois par mois, il devait le terminer. Il le connaissait par cœur, mais par respect. C'est simplement par respect. C'est-à-dire, moi on me raconte les miracles, moi c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je vois. C'est-à-dire, il me doit rien, je suis casse-pied en vérité. Je viens lui prendre la tête sur ce qu'il a écrit. Et le kavod qu'il a, qui fait attention. Je sais même pas si les autres ont entendu, mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué quand même 25 ans en arrière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui montre le kavod abriot dans la façon la plus simple qui existe. À la fin de Parashat Yitro, je fais le lien avec Mishpatim, on nous parle de l'obligation de ne pas faire des marches dans le Mizbeach pour que quand les Kohanim montent, on ne voit pas leur entrejambe. Entre parenthèses, j'ai une... Non. Mon grand-père il m'a dit que quand il était au Maroc, au Kheder du Maroc, chacun devait lire et traduire. Donc quand il a lu
mais il y a marqué l'Otegal Ervatra Alav. Le Chumash a été déchiré. Donc il n'a pas lu le mot. Alors le prof il lui a dit Ervatra. Alors mon grand-père il a dit non mais Ervatra elle est coupée. Le prof il a dit Ervati elle est coupée. Il l'a frappé. Donc il y a marqué là-bas, donc on doit faire attention au respect des pierres qui sont sur le misbéach. Mais non. Vous allez me dire, vous allez me dire, je comprends pas la démarche. Les pierres qui sont sur le misbéach, qu'est-ce qu'elles ressentent? Pourquoi est-ce qu'on doit les respecter? C'est-à-dire c'est gênant, mais quoi? C'était la blague faisait quand on était enfant. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les tomates elles deviennent rouges? On se déshabille devant, elles deviennent toutes rouges. C'est-à-dire elles ressentent quelque chose, elles ressentent rien du tout. Donc pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de respecter les tomates? Pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de respecter les pierres? J'ai ramené comme exemple l'histoire de Tamar. Tamar et Yehuda. Tamar s'est mariée avec les 2 enfants d'Yehuda. Les 2 enfants décèdent. Yehuda ne veut pas lui donner son 3e enfant, Sheila. Tamar, elle sent que ça va rester comme ça indéfiniment. Elle passe à l'acte. Yehuda elle tombe enceinte. Elle est enceinte de jumeaux. Et puis elle est jugée. Et Yehuda, il dit, si c'est comme ça, Tissaref. Entre parenthèses, le Malvim dit Tissaref, c'est pas à la brûler. C'est qu'ils avaient avant comme minag, il dit comme aujourd'hui dans les pays arabes, toutes celles qui se prostituaient, elles avaient un signe sur leur front, on leur brûlait un signe sur le front, que c'était une prostituée. Dans tous les cas, Otziwa et Tissaref. Ça c'est l'explication du Malvim. Et elle réagit pas. Et elle dit, il vaut mieux mourir que de faire honte à quelqu'un. Et la question est simple. Pikoach nefesh doche kol haTorah kula. Ok? Pikoach nefesh doche kol haTorah kula. Donc, elle est en pikoach nefesh. Donc c'est bien beau, c'est bien gentil d'avoir de la peine pour Yehuda, mais pikoach nefesh doche kol haTorah kula, madame. Et c'est pas simplement que c'est passé, c'est qu'on dit chazak à Tamar. De Tamar, on apprend qu'il vaut mieux se brûler que d'être malbim pnei chavuro barabim. Donc, c'est-à-dire que c'est un enseignement. Tamar, c'est un enseignement, c'est une halakha. Il vaut mieux, il y a une Gemara qui raconte que Maroukva, je crois, il avait fait de la tzedaka à quelqu'un. Chaque fois, il lui envoyait de l'argent par la fenêtre. Une fois, cette personne a failli attraper Maroukva, il est rentré dans le four. Je me lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, je voulais pas qu'il voit. Il voit. Et ok, il veut voir, il a qu'à voir. Non, on ne peut pas lui faire honte. C'est-à-dire que c'est une halakha le maaseh. Halakha le maaseh, il vaut mieux mourir brûlé que de faire honte à quelqu'un. Il n'y a aucune logique dans ça. Puis quoi, en effet, je devrais connaître la Torah. Et là-bas, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que faire honte à quelqu'un, c'est le tuer aussi. Et puis quoi, nefesh doche kol haTorah kula. Bah oui, mais il y a 3 choses qui ne peuvent pas te faire outrepasser. Puis quoi, nefesh, entre autres, c'est le meurtre. Faire honte à quelqu'un, c'est le tuer. C'est-à-dire lui manquer de respect, c'est le tuer. Lui faire que devant, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit malbim pnei chavero, parce que quand tu lui fais honte, tu vois que le sang qu'il a dans le visage, il va partir. C'est le Sefer Chassidim, il appelle ça une retzicha, un meurtre chez Eloniré. C'est tuer sans, c'est-à-dire il est vivant physiquement, mais il est mort moralement. Et aujourd'hui, fois 1000, fois 100 000, c'est-à-dire tu publies un truc sur internet sur quelqu'un qui est faux, même qui est vrai, mais qui est faux, tu peux l'avoir tué lui et toute sa famille pour tu sais pas combien de temps. Il y a une histoire il y a quelques années en Israël. Il y a une femme qui voulait avoir un service, je sais pas dans quel bureau, et elle a senti que ça mal occupé d'elle, ce qui est possible. Mais le problème c'est qu'elle était éthiopienne et qu'elle a dit que c'est parce qu'elle est éthiopienne. Elle a publié un post, je sais pas où, et ça a fait le buzz. Et celui qui était accusé dans le post, il a publié un post dans lequel il racontait que toute sa vie, il n'a jamais fait aucune différence, que lui-même, je crois qu'il était avec une éthiopienne ou quelque chose comme ça, mais que depuis sa vie est infernale, il s'est suicidé. C'est-à-dire que tu as tapé quelques mots sur Internet, tu as tué quelqu'un, au sens propre du terme. Alors, il y a au sens figuré, mais c'est pareil. Donc manquer de respect à quelqu'un, c'est pas juste lui faire honte, ça peut être le tuer. Celui qui donne cette explication de Arba Vechamisha dans les pierres, pardon, pas dans les pierres, dans les voleurs, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai. Entre parenthèses, Rabban Yochanan ben Zakkai, tous les rabbans, c'est la descendance de Hillel, qui avaient tous le titre de Nassi. Le seul qui n'était pas descendant de Hillel, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui s'appelait Rabban. Et c'est lui qui a enseigné cette halakha de Arba Vechamisha, d'explication, de différence entre le keves et le shor.
Et à son sujet, il est marqué qu'il était Magdim Shalom l'école Adam Bachouk. C'est lui qui saluait tout le monde en premier dans le marché. Afilou Nochri chez Bachouk. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un grand rave qui marche dans la rue. Il y a toujours des gens autour. Il ne marche jamais seul. Et quand il marchait dans la rue, il y avait un goy dans la rue. C'était Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était toujours en train de lui dire bonjour en premier. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai comprend l'importance que tu peux donner à quelqu'un, le plaisir que tu peux donner à quelqu'un. Stam, en le saluant, t'existes, toi là, je te reconnais, t'existes. De pas saluer quelqu'un, ça peut être pareil, ça peut être manquer de respect. David Ameller raconte que Rav Gershon avait dit ça après une certaine histoire qui a fait beaucoup de bruit. Il avait ramené cette Gemara. Quand David Ameller disait que quand il voyait les gens qui étudiaient le Beth Midrash, alors il lui posait comme ça. Les gens lui disaient, est-ce que Boel et Shetish, est-ce que Yeshlo Chelek le Lamaba ou pas? Celui qui a un rapport avec une femme mariée, Yeshlo Chelek le Lamaba ou pas? En faisant allusion à l'histoire de David et Bathsheba. Et David Ameller leur disait, Boel et Shetish, Yeshlo Chelek le Lamaba. Mais celui qui fait honte à quelqu'un, Enlo Chelek le Lamaba. Celui qui fait honte, Enlo. C'est choquant. C'est-à-dire, on a l'impression, Shetish, t'es au top, hein, Non, Yeshlo Chelek le Lamaba. Sa kapara sera ici, le Lamaba est là. Mais celui qui fait honte, sa kapara, même après, il n'y a pas. Lama. Ça rejoint la question des pierres. Ce Malbim, je le ramène très souvent dans Parashat Béchalar, il amène le passouk Loeg Larash Mechar Feu. Nous, on connaît toujours le début du passouk Loeg Larash parce que on sait que quand on va dans un cimetière à côté d'un défunt, on doit cacher ses titites. Loeg Larash, on se moque du pauvre qui, lui, ne peut plus faire les mitzvot. Mais on ne ramène pas la suite du passouk Loeg Larash Mechar Feu. Malbim me pose une question très intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a des riches et des pauvres? Est-ce que si Hachem a donné la vie à quelqu'un, il n'est pas censé donner la part ça? Il dit Loeg Larash, celui qui se moque du pauvre, Mechar Feu. Mecharev, c'est. Pardon? Il blasphème. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi. Il dit Hachem, à quoi il sert celui-là? Et en vérité, lui, il a pas toutes les explications. Mais oui, Hachem, il a préparé sa parnassa au pauvre. Grâce à qui? Grâce à toi, le riche. C'est un système, c'est fait exprès. Il faut que toi, tu aides, il faut que lui soit aidé. Donc il y a un cercle comme ça qui est fait. Il y a un système qui est mis en place. Le pauvre, le riche. Donc, Loeg Larash Mechar Feu, celui qui se moque du pauvre, il blasphème Hachem. Celui qui se moque de quelque chose, c'est celui qui ne comprend pas l'importance de la chose. Et celui qui va manquer de respect aux pierres, c'est celui qui ne comprend pas l'importance de ces pierres-là. C'est-à-dire que pour avoir une kapara, même au Olam Haba, ça ne suffira pas. Comme Chilul Hashem. Toi, tu te moques de la chose. Toi, tu te moques de la personne qui est pauvre. Toi, tu te moques de ces pierres qui sont au service d'Hachem. Tu ne les respectes pas en tant que telles. Eh bien, ça veut dire que tu manques de respect à Hachem directement. C'est pas face à la chose. C'est face à Hachem directement. Quand tu vas voir quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a un défaut, se moquer de lui, c'est se moquer d'Hachem. C'est la fameuse histoire de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui revenait, la Gemara nous dit, il revenait de son rave, il était très content de son étude, et puis il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui a vu, je vais faire la route avec le rave. Et Rabbi Elazar lui a dit, est-ce que tous ceux de ta ville sont aussi moches que toi? Et l'autre lui a répondu, il s'appelait Reka. Reka, c'est vide. Il lui a dit, si tu as un problème avec de quoi j'ai l'air, va te plaindre à celui qui m'a fait. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon lui a demandé Mechila devant tout le monde, et le marchal là-bas, il explique qu'est-ce qu'il voulait dire, est-ce que Béhémet, tu voulais dire, toi, tu étais tellement moche? Il avait toute une explication là-bas. Mais si tu te moques, mais je prends pas l'idée je pense pas que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon s'est moqué véritablement de son physique. Là-bas, le marchal dit qu'il voyait à travers son physique qu'il y avait un problème de Haverot, le méchané. Mais en tous les cas, se moquer de quelque chose, c'est se moquer d'Hachem. C'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi lui il est comme ça, et tu ne comprends pas pour lui. Ne pas comprendre que telle ou telle chose a été faite de manière voulue, c'est se moquer d'Hachem. Donc, quand on ne respecte pas quelqu'un ou quelque chose, et c'est les exemples, mais quand on ne respecte pas quelqu'un ou quelque chose en vérité, c'est premièrement enlever le kavod de la personne, donc évidemment c'est le tuer, mais c'est se moquer d'Hachem. Le terme kavod, c'est aussi le terme koved, mishkal, du poids. Quand on respecte une personne, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être dans le travail. Quand on lui enlève le respect qu'on lui doit, il n'a plus aucun poids. C'est-à-dire, il sent qu'il ne sert à rien. C'est-à-dire, à partir de quand une personne elle est en handicap, elle sent qu'elle ne sert à rien. Elle a besoin de sentir qu'elle est respectée, qu'elle est appréciée. Même si son tafkid, c'est une fois par an de nettoyer les feuilles ici, et quand il l'a fait, tout le monde l'applaudit. On dit, ça ne sert à rien. Oui, mais il est content. Tu lui as donné de l'importance. Et dans n'importe quel
Quand on déplie un groupe de personnes, c'est ça la force, c'est de donner du kavod à chacun. Dans chaque chose, chacun qui va faire quelque chose, il est respecté parce qu'il va faire cette chose. Quand on enlève le kavod à une personne, on lui enlève son kavod, son sens de la vie, on lui enlève donc, il n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'on peut, je pense qu'on peut déjà comprendre le Inyan de Mishpatim, qui est marqué en plein Matan Torah. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez reçu Matan Torah, c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez reçu, donc vous avez parlé directement avec Hachem, apparemment vous êtes à un niveau supérieur. Mais on n'est pas descendu de niveau quand on t'a donné les secrets de la vie. Quand on t'a dit que si tu causes un dégât à quelqu'un, tu dois payer aussi Bochette. J'ai déjà tout payé, pourquoi je dois payer Bochette? Et il a honte. Et alors, mais sache que la honte, la Gemara nous dit, la seule chose sur laquelle il n'y a pas de mérila sans que tu lui demandes, c'est sur le Bochette. Parce que le reste, tu as payé, tu as dédommagé. Mais Bochette, le fait qu'il a eu honte devant tout le monde, il faut aussi payer. Et on doit calculer. Et c'est que le Bedin en Eretz Israël qui peut évaluer le Bochette. C'est une évaluation très compliquée. Mais c'est la chose il faut demander Mechila. Donc le kavod dû à l'homme, c'est ce qui est enseigné à Matan Torah. Toda à tous. J'ai une question sur le voleur et de manière générale sur la manière dont on doit faire honte quand on n'a pas le choix de faire honte. Ah, on a le droit à ça. Ça, c'est marqué clairement. C'est-à-dire que je me souviens, il y a eu des épisodes de pédophilie ou de trucs